France Inter. Philippe Bertrand. Carnet de campagne. Bonjour, dans le Tarn, fil rouge de la semaine, il est un lieu dont le nom permet d'envisager toutes les activités possibles. La Crouzier. Nous sommes proches de la commune de Tanus, à la limite de l'Aveyron. La Crouzier est une ferme qui se positionne à la croisée des chemins et des activités culturelles, artisanales et sociales. Le renouveau du lieu est le fait de notre premier invité, qui, après avoir beaucoup voyagé, a posé ses valises dans ce bout du monde. Nous vous conterons ensuite l'histoire extraordinaire vécue par Claire Pérez, d'un engagement contre la malbouffe. Claire a inventé un nouveau type de commerce local qui se développe de façon surprenante, inattendue, preuve qu'il correspond à un réel besoin. Il s'agit du producteur local. Carnet de campagne. Le journal des solutions. Pierre Stein, bonjour. Bonjour. Tous mes vœux, Bertrand. tous mes vœux, Pierre. Bonne année à vous. Quand on se lance, comme vous menuisier béniste, dans une aventure avec une association Debout les yeux et une ferme à la Crouzier, avec la Crouzier des métiers, on est à la charnière des arts, du spectacle et de l'artisanat. C'est une remise en cause, c'est une nouvelle condition de travail. Nous, on est parti dans ce projet alternatif du coup, car le monde d'aujourd'hui et sa direction nous plaît pas plus que ça. On cherchait à aller travailler tous les matins dans un endroit où on se sente bien, avec d'autres humains, de l'échange et de l'enthousiasme pour le futur. Et du coup, créer ce lieu alternatif avec plein de choses différentes, créer de la diversité, de l'envie et plein d'événements super chouettes qui font qu'on est heureux de vivre. J'aime bien l'idée de l'association Debout les yeux, c'est de porter le regard vers le haut. C'est ça, ouvrir les yeux, regarder ce qui nous entoure, regarder les autres, communiquer avec eux et ne pas oublier notre nature qui nous fait vivre. Donc il y a 4 ans, avec votre compagne, vous décidez d'acheter cette ferme à la Crouzier. La ferme de la Crouzier sont des ateliers bois, métal, cuir et il y a d'autres projets. Un café associatif. Exactement. Une maison résidence d'artistes et des espaces de travail. Vous allez vers le coworking également. Exactement. La Crouzier est un lieu de travail partagé. Donc les bureaux comme les ateliers sont partagés avec plusieurs artisans. Et grâce à la Crouzier des métiers, cette association qu'on a montée dernièrement, on accueille du public dans les ateliers, des jeunes artisans en herbe qui n'ont pas les moyens d'avoir du matériel. Donc ils viennent louer les ateliers. Et donc nous, on leur apporte du savoir qui leur manque, des contacts au niveau de la recherche de matériaux, etc. Puis on leur donne un peu des chantiers, puis ils louent l'atelier, donc ils ont le parc machine qu'ils ne pourraient pas avoir dès le départ, parce que se lancer en tant qu'artisan, c'est pas évident. Ce sont des artisans qui sont susceptibles ensuite de s'installer dans le Tarn ou à côté, dans l'Aveyron. Oui, qui sont susceptibles. On les accompagne le plus loin possible. Alors l'année dernière, on a eu Benjamin, un métallier, qui s'est installé aujourd'hui et qui a maintenant 2 apprentis et un salarié. Donc il a commencé à l'atelier chez nous, on a échangé, on s'est entraidé et il est parti voler de ses propres ailes, louer son bâtiment, acheter ses machines par la suite. À la Crouzier des métiers, il y a l'atelier bois, atelier métal et forges, atelier des aiguilles aussi. Oui. Nous avons donc ma compagne est maroquinière, elle fait de la sellerie aussi. Du coup, elle fait de la réparation et d'ailleurs on cherche un métallier et quelqu'un qui travaille avec des aiguilles, tapisserie, couture, bourrellerie, sellerie, etc. pour partager l'atelier de Léna et pour partager la métallerie. On cherche un autre artisan métallier, mécanicien, forgeron et autres. Ce qui est quand même incroyable, enfin depuis quelques années on le voit de plus en plus, c'est le retour de ces métiers qui étaient voués normalement à disparaître. Que s'est-il passé ? Eh bien, là, on est quand même au bout de la route au niveau de l'artisanat. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'artisans qui commencent à être pas loin de la retraite et donc ces gens-là vont partir avec le savoir, malheureusement. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est très important, en fait, tous ces métiers-là. On parle beaucoup d'écologie, de réseaux courts, etc. Et voilà, nous, on en fait partie basiquement. Il faut savoir qu'à l'époque, il y a 50 ans, il y avait un menuisier par village, un métallier par village, une couturière par village. Aujourd'hui, on
on est beaucoup moins nombreux et voilà, il y a du besoin. Et puis c'est des métiers où, vous savez, on commence le matin, on commence une pièce et puis le soir on voit la différence. On voit que dans l'atelier il y a des choses qui ont bougé, le bout de bois il s'est transformé et voilà, c'est hyper agréable. C'est des métiers qui sont très proches du cœur. Alors vous réunissez donc des artisans, vous mutualisez les locaux, les charges, les outils, les savoirs. Dites donc, ça c'est la définition même d'une SCOP, d'une société coopérative. Et plus ou moins, pour l'instant on n'est pas une SCOP, on est tous des artisans autonomes. Le lieu est une SCI, du coup le but c'est que les artisans fixent au lieu, qui travaillent à l'année sur place, deviennent propriétaires comme nous du lieu. On fait pas ça pour nous, on fait ça vraiment pour créer un écosystème qui sera copiable après. Voilà, essayer de trouver des règles qui conviennent à tout le monde, qui sont le plus proches possible de l'humain dans ce monde qui est dirigé par l'argent. Créer un type d'échange, un type de partage, retourner vers des valeurs simples, rechercher au niveau de l'artisanat. Nous, par exemple, à l'atelier bois, pour des soucis écologiques, on a banni les matériaux qui ne nous plaisent pas, le médium, le mélaminé, l'aggloméré, tout ça, on ne veut pas en entendre parler. On travaille du 3-pli, donc c'est du massif collé, du contreplaqué made in France, et du bois d'arbre du coin. Et grâce à ça, on arrive à évoluer ensemble, retrouver des techniques anciennes, partager des savoirs et du coup donner beaucoup de sens à nos métiers, quoi. Deboutlesyeux.com. Merci Pierre et encore bonne année à vous. Bonne année, merci beaucoup. France Inter, carnet de campagne. Comme nous sommes cette semaine dans le département du Tarn, au centre de la grande région d'Occitanie, c'est depuis cette région que Jules nous avait écrit il y a quelques années au nom de l'entreprise Terroico, créée en 2012 par 2 docteurs en écologie. Cette entreprise est spécialisée dans l'application de nouvelles technologies aux problématiques écologiques. Sa première innovation a été Simoico, une plateforme de simulation de la biodiversité qui interroge l'impact des activités humaines et de l'installation d'infrastructures sur l'environnement. Exemple, le simulateur a permis à la société d'identifier à la demande de SNCF Réseau les endroits les plus exposés au risque de collision entre les trains et les grands gibiers en Nouvelle-Aquitaine. Elle s'était engagée également dans un projet négocié avec des éleveurs d'un système d'enclos connecté pour protéger les troupeaux des loups. Selon nos dernières recherches, le projet resté à l'étape test. Le site c'est terroico.fr. Et puis dans le Tarn encore, François nous invite à parler d'une dame centenaire qui se porte toujours au secours des jeunes. C'est l'association des pupilles de l'enseignement public. La vieille dame entre dans sa 107e année puisqu'elle fut créée en 1915 pour venir en aide aux 300 000 orphelins de la Première Guerre mondiale. La PEP 80 intervient auprès de parents ou auprès des jeunes. Et pour ces derniers, cela concerne des temps d'activité périscolaire accessibles à tous, dont aux enfants handicapés, de l'éducation artistique et culturelle qui mélange des élèves de différents milieux, de l'action sociale comme la conciergerie solidaire à Haussillon ou du volontariat en service civique pour favoriser une remobilisation scolaire. Il y a un gros programme, les PEP81.fr pour l'adresse. Claire Pérez, bonjour. Bonjour Philippe. Claire, c'est une très belle histoire que j'ai contée l'année dernière, c'est-à-dire au dernier jour de décembre. Et là, on commence l'année avec vous de vive voix pour vous interroger sur le producteur local, ce concept que vous avez inventé. Alors, vous avez fait des études d'archéologie, puis vous aviez voulu trouver une réponse à la malbouffe, et vous vous êtes lancé d'abord dans le réseau de la ruche qui dit oui, mais ça n'allait pas tout à fait au bout de vos espérances. C'est tout à fait ça. Il y avait encore des choses qui n'allaient pas au bout de mes convictions sur ce modèle-là. Et j'ai donc commencé à réfléchir à comment je pouvais trouver une voie alternative, un modèle de consommation alternatif qui permettrait de répondre à la fois aux besoins des producteurs, à ceux des consommateurs, et puis aux miens, évidemment, qui était quand même de réussir à pouvoir vivre
du métier que j'envisageais. Alors, le local, comme vous l'appelez, le premier, c'est à Bois-Guillaume, septembre 2015, à côté de Rouen, en Seine-Maritime. Le local, c'est une coopérative, mais ça va plus loin qu'une simple coopérative alimentée par des producteurs locaux à destination de consommateurs locaux. Il y a autre chose, parce que ça, on le trouve quasiment partout en France maintenant. Oui, alors c'est une excellente remarque et j'adore que vous présentiez les choses comme ça. Parce que en effet, je suis persuadée que ça va bien plus loin qu'une simple coopérative qui propose des produits locaux. On a à la fois un modèle de gouvernance qui est alternatif, où chez nous on associe l'intégralité des producteurs qui veulent vendre. On a aussi un modèle économique qui va complètement à l'inverse de ce qu'on trouve le plus communément dans les systèmes de distribution alimentaire actuels, même que ce soit d'autres coopératives de producteurs. Et puis évidemment, notre objectif, c'est aussi de réussir à produire de l'emploi stable et décent aux associés salariés qui intègrent le projet avec nous. Mais comment salarier des personnes en sachant que le principe, en dehors du 100% coopératif et 100% local, c'est le 0% de marge? Comment salarier des personnes? Parce qu'en fait, c'est la société, c'est la coopérative, le producteur local qui ne fait pas de marge. Mais évidemment, le producteur, c'est là la subtilité du modèle. Le producteur, lui, applique une marge sur ses produits, comme il appliquerait une marge sur les produits qu'il vendrait à la ferme. Et sur le même principe que quand il vend à la ferme, cette marge-là, il la récupère en intégralité et il la redistribue en partie dans les charges de la structure commerçante, donc du magasin, le producteur local, qui va salarier les vendeurs. Et ensuite, le reste, il la reverse à son activité et à sa production. Vous avez refusé en revanche, Claire, de franchiser le producteur local et vous avez inventé une structure de gestion que vous appelez ADER. Alors pourquoi le refus de la franchise et que permet ADER ? Alors, le refus de la franchise, il est un peu militant, c'est-à-dire que de toute façon, dans ce projet-là, j'ai une position de chef d'orchestre, j'ai pas une position de chef tout court. Et que du coup, franchiser le modèle reviendrait à dégager de la lucrativité sur notre modèle, et c'est pas l'objectif de ce que j'ai conçu. Le succès repose justement sur le fait que ce soit rentable mais non lucratif. Et puis ça reviendrait à dire qu'on travaille à chaque fois avec les mêmes fournisseurs, ce qui n'est pas le cas. On est exclusivement approvisionné en production locale. Donc les producteurs de Paris ne sont pas les mêmes que ceux de Caen, qui ne sont pas les mêmes que ceux de Beauvais, qui ne sont pas les mêmes que ceux de Rouen. Et du coup, je ne pourrais pas avoir de toute façon un catalogue de fournisseurs. On source en local à chaque fois. Et donc pour la création et en prévision de la création, parce que ça n'arrête pas, d'un nouveau magasin, le producteur local, vous avez créé donc l'ADER. C'est une garantie pour vous de garder l'éthique de départ? Oui, tout à fait. Alors ADER a vraiment ce rôle-là de dire nous, on vous sert tout sur un plateau, on vous donne le modèle économique, on vous donne les clés d'animation du groupe, parce que ça fait très très dur d'animer un collectif assez conséquent, parce qu'on a des gros collectifs qui représentent entre 50 et 60 associés. On donne toutes les clés, on centralise tout ici à ADER, la gestion, l'administratif, la communication, et les gens ont un projet clé en main, mais par contre, nous, on est là comme des gardiens des valeurs, des gardiens du fonctionnement, de l'efficacité, et que le modèle n'est pas dévoyé et puis transformé en jouant uniquement sur l'enseigne. Leproducteurlocal.fr pour l'adresse. Merci beaucoup, Claire. Merci à vous. À notre page d'émission sur franceinter.fr, aussi un texte et un lien avec l'histoire de Sébastien, designer, créateur de mobilier à Nantes. Son parcours est long, il a travaillé pour de grands groupes industriels, il a enseigné à Subdepub à Lyon, il a passé ensuite un CAP d'ébénisterie, lui qui était designer, en 2020, ce qui a ouvert une nouvelle voie de création qu'il appelle The Minimum, inspiré par la lecture des Choses de Pérec, la société de consommation de Jean Baudrillard. Notre designer ébéniste déconstruit les meubles de famille
métalliques sont souvent destinés à la benne pour reconstruire un autre meuble. Autrement dit, ces meubles gardent une mémoire familiale. Allez voir theminimum.fr pour l'adresse. On revient dans le Tarn à Montgaillard, Nicolas Stoufflet, le